Merci d'être venu. Donc sur le thème de la RDR en milieu rural, études de territoire et stratégie d'action. Donc j'aurais dû être secondé par un usager, mais bon, on n'a pas de moyens pour le faire venir, et donc voilà. Euh, donc je le fais seul, et c'est bien dommage parce que sans eux, on ne se développe pas pareil, et on va le voir tout de suite. Donc voilà, et je fais donc partie de l'association Tarn Espoir qui travaille dans le Tarn comme ça. Voilà, alors Tarn Espoir, juste en deux mots, c'est une association qui a presque 25 ans, qui s'est développée autour d'un point accueil jeune avec des problèmes d'addiction, qui après s'est développé sur un point accueil écoute jeune classique, parents-enfants, et qui a développé un service de médiation familiale et un CARUD aussi. Donc où ça se situe, comme vous pouvez le voir, ça se situe loin de Paris, d'où la difficulté pour venir héberger, loger quelqu'un sur Paris. C'est pour ça que je suis tout seul. Donc voilà un petit peu. Et voilà le département dans lequel on intervient. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec une carte du département? On s'en fout, nous on est à Paris. Mais en fait, on va voir que pour développer des stratégies d'action en fonction du territoire, le territoire est important d'étudier en fait comment est constitué le département, quelle est son histoire et un petit peu quelles sont les villes principales et tout ça. Et pour travailler sur le groupe régional au niveau de Midi-Pyrénées, on voit que tous les carrus ruraux de Midi-Pyrénées ont tous une spécificité particulière et se développent pas du tout de la même manière. Parce que les territoires ne sont pas les mêmes et que du coup, ça nous oblige à développer les choses de façon différente. Juste pour donner l'exemple, le département du Gers, en fait, il y a Auch qui est au milieu du département et autour, il n'y a pratiquement rien que des petits villages. Et du coup, ils ont un gros carud sur Auch. Et puis après, ils font ce qu'ils appellent les réunions du terroir, de la RDR. Ils se déplacent en voiture et ils vont faire chez l'usager des réunions, voilà, où c'est qu'ils distribuent du matériel, ils expliquent et tout ça. Et ça se fait chez l'habitant. Voilà. Donc c'est une façon aussi d'intervenir en milieu rural qui est différente de la nôtre, mais qui existe aussi. C'est pour dire qu'on n'a pas le monopole et c'est pas forcément comme ça qu'il faut se développer, c'est juste un exemple et après chacun peut le faire en fonction de son territoire. Donc juste pour revenir au territoire, donc on a dans le Tarn deux villes principales, Castres et Albi, donc préfecture et sous-préfecture, qui font à peu près 45 000 habitants chacune. Ensuite, on a des villes de moins grande importance, qui sont à peu près autour de 10 000 habitants, et des villes qui, voilà, comme Carmaux. Alors Carmaux, vous connaissez Jaurès peut-être? Jean Jaurès, voilà. Il vient de là. Les mines de charbon, c'était à Carmaux. Donc voilà, Carmaux qui s'est développé par rapport au charbon. On a Mazamet par rapport au lainage, Grouillé par rapport au cuir. Gaillac, c'est le vin, mais c'est toujours actuel. Voilà, je crois que j'ai pas oublié, mais d'abord je parlerai après. Donc voilà, on a des spécificités en fait économiques, donc des villes qui ont eu leur heure de gloire pendant la révolution industrielle et qui sont maintenant sinistrées économiquement. Donc on a des grosses villes avec beaucoup d'habitations, de maisons bourgeoises, mais avec peu d'habitants puisque voilà, un fort taux de chômage et pas beaucoup d'activités économiques dans ces villes-là. Du coup, place au squat, place à des logements pas chers, à des propriétaires qui sont prêts à louer à tout le monde pourvu qu'ils puissent louer leur appartement. Et donc des facilités de logement, mais aussi beaucoup de précarité. Voilà, et puis Lavore, qui est une ville, elle, qui est proche de Toulouse, hein, à 30 km à peu près, et qui, elle, se développe chaque année, ça rajoute des habitants. Et on est à plus de 10 000 habitants, mais chaque année, voilà, ça augmente de 1000 habitants chaque année à peu près. Donc on y est aussi parce que plus il y a d'habitants et plus il y a de besoins. Et, voilà.
Je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport au... J'ai d'autres. Voilà. Donc ensuite, une problématique par rapport aux accès. On peut voir qu'il n'y a qu'une seule autoroute qui mène à Albi. Après, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a que deux axes principaux qui traversent le département comme ça et comme ça. Et du coup, après, le réseau routier, après, il est assez limité et un peu fastidieux. Donc, la mobilité par rapport pour les usagers, c'est pas terrible quand ils habitent dans d'autres villes autour, qui ne sont pas dans les villes principales. Voilà, ensuite on a une partie qui est là en orange qui correspond à ce qu'on appelle chez nous la montagne noire, qui sépare la mer en fait de notre département, et aussi qu'il y a une grosse activité festive, on le verra tout à l'heure, parce que une grosse zone forestière avec de grands chemins, avec plein de spots loin de tout le monde, pour pouvoir faire des rave parties, des free parties, voilà, et pouvoir s'amuser dans les bois. Donc c'est tous les week-ends qu'on a une, voire deux, voire trois sons qui posent dans cette montagne, et donc des jeunes et moins jeunes qui vont faire la fête voilà, de façon libre et sans aucune structure de RDR, ni sanitaire, ni rien. Et on a aussi le même phénomène, mais en moindre importance, qui se passe ici. Ici, c'est une région assez agricole, un peu vallonnée, aussi qu'il y a peu d'habitants. Il y a aussi des fêtes qui se passent ici. Voilà. Et aussi pour dire, voilà, on est loin de tout, loin des grandes villes, un ancien donc, département très rural à la base, et aussi qui oui, donc pas de militantisme par rapport à la RDR, par rapport au SIDA. Donc voilà, il n'y a pas eu d'histoire militante dans le département concernant des associations qui auraient pu faire bouger les choses, ou faire amener de la réduction des risques un peu plus rapidement. Voilà, il n'y a pas du tout cette culture, il y a tout ça donc à défendre et à expliquer. Donc j'ai fini sur la présentation du département, maintenant on va passer à la réduction des risques quand même. Donc la mission en fait c'est que chaque usager, où qu'il soit, bénéficie d'un accès au matériel et aux informations de réduction des risques. Donc ça c'est en fait la priorité qu'on s'est donnée pour étendre notre action sur le territoire. Donc le reste des actions du CARUD, aussi qui seront plus sociales ou autres, on les a un peu laissées de côté pour pouvoir être actif vraiment sur les informations et sur le matériel. Donc on a commencé par le programme échange seringues en pharmacie. Donc en 98, le PES a commencé à se développer. Pourquoi les pharmacies? Parce que c'est des acteurs de première ligne. Donc eux, ils ont aussi des chiffres, hein. Ils savent combien ils distribuent de Steribox, ils savent combien ils distribuent de Skenan, de Subutex et autres. Donc ça nous donne des informations aussi sur où sont les usagers, où sont les besoins. Et donc voilà, et ensuite ils ont une couverture du département qui est déjà bien implantée, ils sont partout sur le département. Et donc voilà, ça nous permettait de couvrir le département avec le programme échange seringues en pharmacie. Donc comment on l'a développé? On a commencé par les pharmacies de proximité, hein, l'association est basée sur Castres à la base. Donc on a commencé avec les pharmacies de Castres, puis après on a rencontré le syndicat des pharmaciens, et petit à petit, de fil en aiguille, on est arrivé à développer le PES en pharmacie, avec des sondages, avec des enquêtes, donc appuyées par la DAS de l'époque, par les ARS aujourd'hui, pour voilà, avoir le maximum d'informations sur les retours sur les usagers qui fréquentent les pharmacies. Tout ça. Et ensuite, voilà, on met en place de temps en temps des formations pour les praticiens en pharmacie sur ce qu'est la RDR. On se fait aider parfois par des labos méthadone qui permettent d'organiser à moindre frais.
Ensuite, voilà, aujourd'hui, on est à 48 officines partenaires qui délivrent gratuitement des kits d'injection stérile qu'on leur livre, ce qui fait un tiers des pharmacies du département. Voilà un petit peu la répartition des pharmacies sur le département. Donc il y a marqué distribution importante, distribution moyenne. Donc ça c'est suite à l'enquête de 2010. Donc la distribution importante, ça correspond à soit 50 kits distribués dans l'année, donc 50 Sterivox, c'est pas beaucoup, hein. pour la moyenne, hein, je dis. Et par contre 100 distribués dans l'année si c'est des kits plus, donc des gratuits. Voilà, et pour la distribution importante, ça va 1000 et au-delà. Donc en fait, quand c'est des Sterivox qui sont vendus, on sait que quand ça passe gratuit, la proportion augmente, voire triple, en fonction de la demande, puisque quand ils achètent, en général, ils réutilisent le matériel jusqu'à ce qu'il ne rentre plus dans la veine. Et donc voilà, d'où l'importance d'avoir de la gratuité en pharmacie. Voilà, c'est tout. Donc après avoir développé le programme Échange Serein en pharmacie, avoir essayé de couvrir le maximum le département, voilà, on est passé de 20, puis 30, puis 35, puis 48 pharmacies aujourd'hui. Ça nous permettait avec les sondages chauds d'avoir des informations sur le public, sur les besoins. Et on repérait que dans certaines villes, dans les villes dont j'ai parlé tout à l'heure de plus de 10 000 habitants, il y avait d'autres besoins. Et qui nécessitait un peu plus que le programme Échange Serein en pharmacie. On sait qu'il n'y a pas le dialogue qui va avec, qu'il n'y a pas le contact avec l'usager. Et donc c'est pour ça qu'on a repéré des besoins d'unité mobile, des retours d'usagers, parce qu'on a fait des enquêtes aussi auprès des usagers qui nous disaient ouais mais nous on ne se déplace pas dans les grandes villes, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le faire une. Voilà. Il faut savoir que certains sont dans les petites villes de 10 000 habitants, parce que dans les grandes villes, il y a les arrêtés anti-mendicité qui ne sont pas les bienvenus, donc ils sont du mal à se loger, tandis que dans les petites villes, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus facile. Ouais, pourquoi on a décidé donc de prendre un camion et pas un local dans chacune des villes. Donc il y a le fait qu'il y a un coût et qu'on n'avait pas les moyens d'assumer le coût d'un loyer dans chaque ville. Il y a le besoin de discrétion aussi dans les petites villes, tout le monde se connaît. Donc c'est un avantage, ça peut être un inconvénient aussi pour l'anonymat. Et donc l'expérience d'autres carbunes en venant aux AFR notamment. C'est qu'on a découvert d'autres départements en milieu rural qui avaient des unités mobiles. Voilà, on s'est rapproché d'eux, on a discuté avec eux et on a essayé de voir comment on pouvait adapter à notre département maintenant. Donc comment? Donc on a croisé les données, donc les données démographiques des villes, les enquêtes, les maraudes en allant dans chaque ville. On sait qu'il y avait plus de distribution au niveau du PES. Donc on est allé faire des maraudes pour rencontrer le public sur les endroits de manche et autres. Et voilà, et la rencontre avec les carbunes régionaux aussi qui nous apportaient quelques informations également. Donc quand le projet d'unité mobile a été accepté, ça a été accepté et ça nous a permis d'avoir 2 équivalents temps plein qu'on a répartis en 3. Donc on est trois professionnels, donc moi qui suis l'éducateur, une infirmière et une assistante sociale. Donc voilà, on a voulu une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir aller rencontrer aussi bien les personnes aussi du soin que les personnes du social, pour pouvoir avoir une porte d'entrée dans chacune, parce que moi en tant qu'éducateur j'ai essayé d'aller voir les médecins, les médecins prescripteurs, j'ai pas eu un bon accueil, c'était un peu compliqué. Donc voilà, quand on est du médical, souvent les relations sont plus faciles. Dans le milieu rural, ça aide. Voilà, et un camion aménagé, donc c'est comme ça qu'on s'est développé. On a fait une première expérience donc sur 1 an de fonctionnement. Au début, il y avait 5 villes.
Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, parce que il y en a une dans les données qu'on avait au moment où on s'est installé, il y avait une forte demande en termes de kits d'injection. Il se trouve qu'il y a un squat qui a été démantelé avant qu'on arrive. Il y avait une vingtaine de personnes qui viennent de ce squat. Plus de demandes, plus de kits distribués ni en pharmacie, ni nous, donc pas d'utilité de rester dans une ville où il n'y avait pas de demande. Donc on est reparti et on a fermé l'unité mobile. Donc voilà, ça demande aussi de réajuster en fonction du contexte, en fonction des situations des villes. Donc l'organisation, vous comprenez bien qu'en étant tous à temps partiel, temps 3, pour couvrir tout un département, donc ce qui fait 7 villes au total, il fallait bien morceler les choses et faire des petits bouts. Donc un temps d'accueil d'1h30 sur chacune des 4 unités mobiles, donc en fin de matinée et 2 fois par mois. Des maraudes pour passer l'info, de la distribution de plaquettes, d'infos, d'affiches, le site Facebook aussi, et le portable pour ceux qui veulent bien donner leur numéro de portable. On prend juste le numéro, pas le nom, et on envoie un texto quand on arrive dans la ville pour qu'il soit au courant. La rencontre avec les professionnels de terrain, la sensibilisation à la RDR. Donc voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, l'intérêt d'une équipe pluridisciplinaire pour aller voir vraiment chacun des acteurs de terrain. Et voilà, un choix des lieux entre discrétion et visibilité. On a fait le choix des lieux en fonction des mairies, de ce qu'ils nous proposaient, et en fonction des usagers surtout, qui nous disaient non, cet endroit-là, on ne veut pas y aller, c'est trop repère, il y a le commissariat pas loin. Donc, ok, donc voilà, on a essayé de prendre en compte en priorité la vie de l'usager, et après de négocier avec les mairies pour pouvoir s'implanter toujours au même endroit. Donc voilà un petit peu comment se déroule l'action départementale. Voilà, on couvre à peu près la majorité du département, soit avec le programme échange en pharmacie qui est en vert, soit sur les lieux fixes, donc comme Castres, Albi et Lavore, et ensuite l'unité mobile, donc en gris. Voilà. Après, il y a toute une zone du département qui n'est pas couverte, qui est celle-là, mais on n'a à l'heure actuelle aucune donnée pour pouvoir y intervenir. Il n'y a pas de demande précise, ni des usagers, ni des professionnels qui sont sur place. Donc voilà, il y a une demande à ce niveau-là. On sait que là, il y a des usagers, mais ça appartient à la Haute-Garonne. Donc c'est pas notre... c'est un peu bête, mais on a parlé aux financeurs, mais ils ne veulent pas nous donner la part pour pouvoir intervenir dans ce point-là, mais il y aurait des besoins. Donc voilà, on est obligé de faire des choix et de se déployer comme on peut avec les moyens qu'on a. Donc, voilà, donc le truc c'est que voilà, quand on commence par les pharmacies, on voit des besoins en fait des usagers, des pharmaciens qui nous disent oui je vois beaucoup de monde, tout ça, donc on se dit on va faire l'unité mobile, comme ça on sera plus proche de l'usager, on va pouvoir discuter et on va pouvoir apporter du matériel là où il faut. Une fois qu'on s'est déplacé, qu'on a l'unité mobile, qu'on a rencontré le public, donc un nouveau public qu'on ne connaissait pas, ça apporte d'autres besoins, notamment en matériel. C'est là qu'on a commencé à distribuer des kits base. Jusqu'à présent, on ne distribuait que des seringues et des kits sniff. Voilà, ça nous donnait d'autres... Au niveau de la technique, c'est quelqu'un qui pourrait mettre branché. Juste voilà. Donc voilà, ça amène toujours d'autres questions, d'autres besoins, et d'être au plus près, voilà. On prend en compte aussi les besoins et on développe en fonction de ce qu'on nous dit, en fonction de ce qu'on repère. Donc en étant sur l'unité mobile, on s'est aperçu notamment sur Mazami, donc l'endroit où on est le plus proche de la montagne noire ici, que les lundis matins, quand on faisait des maraudes, on rencontrait des usagers qui rentraient de teuf, des camions qui sont restés en rade dans la montagne, voilà, et donc plusieurs éléments qui nous disaient effectivement il y a une activité festive assez importante dans ce domaine-là, dans cet endroit-là, il va falloir qu'on prenne ça en compte. Voilà, des demandes d'usagers qu'on rencontre du coup dans les unités mobiles et qu'on ne rencontre pas ailleurs, qui sont un peu plus insérés en fait que ceux qu'on rencontre sur
lieu fixe, qui nous disaient oui, nous on va en talk tous les week-ends, il y en a de toute façon tous les week-ends dans la montagne noire. Donc voilà. Au fur et à mesure des retours qu'on a, on s'est dit il va falloir qu'on fasse un projet, qu'on essaie d'intervenir aussi en milieu festif, de faire quelque chose en tout cas. Et en rencontrant les autres carus, notamment ceux qui interviennent en festif au niveau de la région, ils nous disaient chez vous, nous on ne peut pas couvrir, il y a trop de demandes, il y a trop de fêtes régulières, nous on n'intervient que sur des grosses teufs, au-delà de 500 personnes, et nous, 500 personnes c'est le maxi qu'il y a dans ces coins-là. Ça va de 70 personnes à 500 personnes, mais ça ne dépasse pas les 500 personnes. Donc du coup, les assos du festif n'interviennent pas. Donc voilà pourquoi on est intervenu en milieu festif, donc je le disais, une grosse activité départementale. Juste pour donner un ordre d'idée, donc il y a 17 tribes, donc orgas, qui posent du son et qui sont du Tarn, donc des tribes du 81. Donc ça fait déjà pas mal de monde. Donc s'ils veulent avoir chacun leur place et pas se bouffer le nez au niveau des manifestations, ils ont intérêt de bien s'organiser, ce qui fait qu'il y en a tous les week-ends. Il y a aussi ceux d'à côté qui n'ont pas de spot qu'on a chez nous pour poser du son et du coup qui viennent. Donc ce qui rajoute encore aux 17 tribes d'autres tribes qui viennent pour poser du son. Voilà, avec un public jeune, donc 18-25 ans, qui viennent faire leur première expérience avec les produits. Et donc la nécessité vraiment d'intervenir. Donc comment donc, on a envoyé un salarié se former avec les AFR au niveau festif pour savoir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, comment ils prenaient en compte le festif. Et on s'est dit, bon, voilà, comment on va pouvoir le mettre en place chez nous, sachant qu'il va falloir intervenir régulièrement, voilà, payer quelqu'un, le budget était trop élevé. Donc voilà, on s'est dit, après tout, pourquoi pas faire de la santé communautaire, former des usagers, et envoyer une équipe de bénévoles en fait, qui couvrirait, en fait, qui s'organiserait et qui couvrirait le territoire en matière de réduction des risques et former les teufeurs qui sont les principaux concernés, qui veulent de toute façon garder leur liberté et qui ne veulent pas forcément de professionnels sur les teufs. Et donc on s'est dit, on va proposer ça, on a proposé ça à la MILT qui ont suivi, et donc en ce moment on est en train de lancer un projet expérimental de formation de pères aidants en milieu festif, et donc voilà, donc c'est une formation en fait avec des modules de base de RDR, une formation qualifiante au premier secours qu'on leur paye, et après 2 nuits de pratique sur site pour voir un petit peu comment ils se débrouillent avec les éléments qu'on leur a donnés et avec leur expérience aussi, et voir comment eux ils adaptent une intervention en milieu festif et qu'est-ce qu'ils mettent en place. Donc ça c'est en cours, on a fait notre première inter il y a la semaine dernière, donc c'est tout frais. Donc le but en fait de créer une équipe de bénévoles, c'est de ne pas faire d'ingérence dans la teuf, de ne pas aller venir dire non c'est pas comme ça qu'on fait la teuf, on va vous montrer comment c'est pas du tout ça. C'est voilà, de faire en sorte d'associer en fait les orgas à la réduction des risques, que ce soit eux qui nous disent où c'est qu'on se met, voilà, et que ce soit après, ce soit eux qui nous appellent pour pouvoir intervenir dans leur fête. Donc pas de professionnels mais des teufeurs formés à la RDR et une gestion autonome avec l'appui logistique du CARUN au niveau des défraiements pour aller sur place. On devrait pouvoir le défrayer aussi au niveau des repas, du matériel bien entendu, et après de l'analyse des pratiques pour des moments où ça se passerait difficilement, où il y aurait besoin de discuter aussi de ce qui se passe les teufs, des moments difficiles, de la réassurance, des choses qui sont difficiles à gérer. Donc en conclusion, on est un carré donc, qui a une bonne couverture sur le territoire, mais un contact avec les usagers qui est limité. Quand on voit un usager une fois dans le mois, voire 2 fois dans le mois, s'il vient à chaque fois, c'est quand même limité. Ah, ça y est, j'ai perdu.
Ah. Non, sinon, c'est pas trop grave, je peux finir comme ça. Donc ensuite, des temps partiels en fait qui amènent à un turnover au niveau des équipes. On a du mal à garder la même équipe tout le temps en étant tous à temps partiel. Voilà, les temps sont durs et même si les salariés s'éclatent, au bout d'un moment, il y a besoin de fric pour vivre aussi. Donc ils ne peuvent pas rester très longtemps. Réorganisation et réadaptation régulière du service. Et un contact, donc ouais, tout à l'heure avec les usagers, c'est un peu léger pour certains. Et après avec les missions du CARUD qui sont réduites à leur simple appareil, si j'ose dire, qui est la délivrance de matériel et les informations de réduction des risques. On fait de temps en temps des choses autres, de l'accompagnement social ou pas, mais c'est vraiment temporaire et c'est vraiment relié le plus vite possible auprès du personnel de secteur. En fait. Voilà. Parce qu'on n'a pas trop les moyens de pouvoir intervenir. Donc voilà, c'était une présentation pour vous dire un petit peu comment on se débrouille en rural avec les moyens qu'on a. Et voilà, c'est difficile en fait, pour donner juste un ordre d'idée, on a 300 personnes en file active sur l'année. Je sais que certains CARUD, c'est 300 personnes dans la journée. Voilà. C'est pas comparable et pourtant au niveau des budgets et des attributions on est sur les mêmes ratios et donc c'est pour ça qu'on a une équipe toute petite avec des petits temps de travail parce que voilà, par rapport au nombre de personnes et d'habitants sur le département, c'est comme ça que c'est chiffré et donc voilà, les CARUD ruraux doivent se débrouiller et inventer et défendre en fait le fait de vouloir des moyens supplémentaires qui sont un peu plus importants peut-être que la moyenne, mais voilà. Donc c'était voilà, une présentation et pour amener à la discussion. Donc si vous avez des questions. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer comment le premier contact en fait avec les personnes que vous voyez en unité mobile? J'ai pas trop compris comment ils viennent à vous, comment vous allez à eux, j'ai pas trop compris en fait. Concrètement, comment vous arrivez à créer du lien, ce qui vous donne le numéro? Donc concrètement, en fait, on fait des maraudes. Donc il y en a un qui part dans la rue, voilà, et, soit en vélo, soit à pied, en fonction des distances à parcourir. Voilà, et on crée un lien avec les gens de la rue. Et après, ceux qui sont concernés par les élections viennent vers nous et informent leur père que le camion est là et qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est une info et c'est celle qui marche le mieux. Après, il y a les pharmacies qui relaient l'information, qui sont dans le secteur. Et après, le bouche à oreille. Et les travailleurs sociaux, c'est une fois, je crois, il y en a un qui m'a appelé. Et du coup, on est allé rencontrer la personne parce qu'il voulait me rencontrer avant de venir. Et après, voilà, il vient maintenant tout seul. Voilà, c'est une fait partie. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez 2 ETP, c'est sur l'ensemble du dispositif CARUD ou c'est sur la partie spécifique mobile, du coup, sur les villes, etc. C'est tout le CARUD, hein. Donc tout ce qui est fait, les formations festives, le temps de présence sur les lieux fixes. Les lieux fixes, on est présent, j'en ai pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, c'est un focus. Mais on est chaque semaine en fait sur les lieux fixes. Un jour par semaine, une après-midi par semaine en fait sur les lieux fixes. Alors, ouais, moi je travaille dans un CARUD de ville moyenne. Après, par contre, dans un département rural. Et on a ouvert il y a 1 an et demi. On a identifié pas mal de besoins aussi sur des petites communes rurales. Donc là, je trouve que votre intervention me parle pas mal. Sauf qu'en fait, on est confronté clairement à des
problèmes de financement. Donc on aimerait... On n'entend pas, ouais. Là, c'est bon, là? Ouais, d'accord, ok. Donc je reprends, en fait, moi je travaille dans un carré d'une ville moyenne, mais dans un département rural, et on a ouvert il y a à peu près 1 an et demi. On a identifié des besoins aussi sur les territoires ruraux, où il y a des consommateurs, on a quelques liens avec les pharmacies. Donc on aimerait vraiment développer notamment une équipe mobile ou des permanences délocalisées, mais on est là clairement confronté à des problèmes de financement, où on nous dit stop, arrêtez de faire du réseau, parce que de toute façon on ne va pas suivre au niveau d'un financement d'un véhicule, d'un équivalent temps plein supplémentaire, et même du matériel. Alors, ma question c'était aussi de savoir comment c'est fait aussi justement ce financement supplémentaire pour avoir un camion, pour avoir un peu de matériel, même si vous êtes une toute petite équipe, parce que les financeurs, notamment les ARS, peuvent aussi très bien dire il y a des carrés fixes et puis les consommateurs n'ont qu'à venir, quoi. Donc, parce que parfois c'est aussi la réponse qu'on nous donne. C'est le département du Calvados. En fait, il n'y avait toujours pas de Carude et on a ouvert il y a 1 an et demi. Et en Basse-Normandie, dans la Manche, il n'y a toujours pas de Carude non plus. Je crois qu'il doit rester une dizaine de départements en France où il n'y a pas de Carude. On est confronté à ça vraiment. Et puis c'est très frustrant aussi dans notre pratique, quoi. Alors, les financements, ils viennent au compte-gouttes. Moi, je suis arrivé en 2009 et tout ça s'est mis en place depuis que je suis arrivé parce que c'est passé Carude en 2007, je crois. Et donc, voilà. Et après, en fait, on est vachement attentif aux appels à projets. On essaie de tourner les appels à projets à notre avantage en fonction des actions qu'on a déjà sous le coude. Et en général, maintenant, on prend l'habitude, dès qu'on repère un besoin, de préparer un projet. Donc on travaille en amont, on les a sur le coude et dès qu'il y a besoin, on les balance pour répondre aux besoins. Donc voilà, avant on répondait aux besoins du terrain, maintenant il faut qu'on colle aux désirs politiques. Donc c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à avoir des financements assez régulièrement et des fois on revoit à la baisse les projets pour que ça puisse rentrer dans l'enveloppe qui a priori pourrait être accessible par l'ARS. Donc il ne faut pas demander trop gros. Quand on veut demander des projets à 60 000 €, ça ne passe pas. Donc voilà, à chaque fois on essaie de faire des petits projets, 20 000 € maxi, et des fois ça passe. Alors Benoît, je suis éducateur au CARU de l'Échange à Nancy et on a ouvert depuis 2 mois une permanence sur tout le Pont-à-Mousson, qui sont des villes de 30 000, des petites villes. Et du coup, moi je m'interrogeais sur les usagers relais, parce que donc, là, dans ce que tu dis, il y a des formations sur le milieu festif, mais juste au niveau du PES, est-ce que vous déposez du matériel chez des usagers dans les villes qui se chargent de distribuer eux-mêmes? Alors oui, c'est quelque chose qu'on fait, puisque nous, notre but, c'est vraiment que l'accès au matériel soit le plus facile possible pour tout le monde. Donc il se trouve qu'il y en a qui travaillent des fois. Et du coup, voilà, ils ne peuvent plus venir sur le CARU, donc du coup, ils nous appellent. Ils nous disent à quel endroit où on peut laisser le matériel. Donc quelqu'un vient le chercher pour lui. Et après, il le récupère après. Voilà. Alors ça arrive, il y a des usagers qui ont envie de faire ça et qui se le sentent, et donc du coup ils vont prendre beaucoup de matériel et pour pouvoir le diffuser à d'autres qui soit ne peuvent pas pour des questions d'horaire, soit ne veulent pas venir dans un service social, parce que souvent il y en a qui restent bloqués avec ça aussi. Marie, moi je travaille avec Benoît sur les mêmes antennes en fait, et moi mes questions seraient plutôt par rapport au travail que vous avez mis en place avec les pharmacies pour en venir à mettre des PES dans les pharmacies en fait. Nous on a ressenti pas mal de réticence en fait chez les pharmaciens par rapport à la toxicomanie ou la délivrance de kits, c'est déjà pas voilà. Donc savoir comment vous en êtes venu à ce travail-là et puis à les mettre en place, à travailler vraiment avec les pharmacies en fait.
Alors déjà, on travaille les pharmacies depuis 98, donc c'est déjà le fait qu'il y ait du temps et qu'il y ait des pharmaciens du département qui travaillent depuis un moment, ça aide, notamment le syndicat des pharmaciens avec des pharmaciens un peu actifs qui défendent le projet de programme échange seringues en pharmacie, qui montrent qu'il n'y a pas plus de problèmes quand on les donne que quand on les vend, au contraire, il y a plus de problèmes quand on les vend parce qu'il y a un enjeu financier. Quand on les donne, il n'y en a pas. Donc après, on fait souvent des questionnaires aux pharmaciens, donc à tous les pharmaciens du département, 150 on en a dans le département. On leur envoie à tous, ils répondent aux questions ou pas. Et ceux qui répondent, il y a une petite phrase sur est-ce que vous souhaitez un rendez-vous avec nous. Et quand on voit que, même s'ils ne veulent pas de rendez-vous, mais qu'on voit qu'ils distribuent beaucoup de Steribox, on va les voir une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois, pour insister en leur disant que c'est de la santé publique, qu'il y a un besoin, qu'ils délivrent déjà énormément de kits de Steribox et que s'ils les donnaient, il y aurait moins de problèmes, moins de dégâts. Et on essaie de sensibiliser et à force de persévérance, ça marche. Alors par contre, il n'y a que le kit. Ouais, il n'y a que le kit. Alors il y a certaines pharmacies qui ont participé à des formations de RDR et qui veulent donner aussi des stérifiltres. Voilà. Mais après, le reste du matériel de RDR, on n'est pas encore là. Voilà. Moi, je voulais savoir si vous utilisiez les services postaux. Alors, pas pour ceux qui sont dans le département, mais pour ceux qui partent du département, on leur donne des adresses de safe en fait, qui font l'envoi postaux. Dans le département, vu qu'on est assez bien répartis, ils trouvent toujours à se débrouiller avec quelqu'un ou à venir chercher le matériel. On n'a pas eu en tout cas de demande dans ce sens-là. Mais si jamais ça se présentait, on enverrait vers safe. Il y a que ce qu'on peut utiliser. D'autres questions? J'ai compris que vous livrez sur 48 officines. Donc du coup, en fait, ça se passe comment concrètement? Parce que 48 officines, ça fait quand même aussi pas mal. C'est-à-dire vous livrez tous les combien? Alors les pharmaciens nous appellent pour nous dire qu'ils ont plus de kit et puis on se débrouille pour les livrer dans la semaine qui suit. Donc soit parce qu'on passe pas loin mes collègues unité mobile, soit moi j'ai une demi-journée de plus que mes collègues et je vais les livrer pendant la demi-journée où c'est qu'on travaille pas.